Je donne la parole à Stéphane Delpera. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais commencer par remercier les services de la région, sans qu'il soit utile de préciser des 3 sites, puisque je rappelle que nous ne formons désormais qu'une seule et même région, et non plus, j'ai entendu parler de phase de fusion, non, il n'y a plus qu'une région. Remercier les services pour le travail considérable qui a été accompli dans la préparation de ce budget, et remercier notre collègue Andrea Brouille aussi pour le travail qui a été fait, la présentation du budget en commission des finances lundi dernier. Les remercier parce que c'est évidemment un contexte tout à fait singulier et particulier. Il faut à la fois réussir le passage de 3 collectivités à une seule, avec des habitudes de travail, des maquettes comptables différentes, des situations très différentes, tenir compte des nouvelles compétences qui ont été définies par la loi NOTRe et qui ont bouleversé le paysage institutionnel pour les collectivités territoriales, avec de nouvelles compétences pour les métropoles, les agglomérations, les départements et la région, faire face à la baisse des dotations de l'État, qui est tout de même un élément que nous devons souligner, de 40 millions d'euros, et bien entendu répondre à une situation particulière qui était des décalages importants de paiement qui ont été constatés et qui ont été longuement développés ce matin par les uns et par les autres pour environ 128 millions d'euros. Et il fallait faire tout cela en un peu plus de 3 mois pour arriver à la présentation de ce budget. Et c'est donc un exercice à la fois difficile, mais je crois qu'il a été réalisé dans les meilleures conditions possibles. Alors, ce budget qui nous est présenté, quelles en sont les vertus cardinales? Tout d'abord, la transparence. Ça a été évoqué tout à l'heure. J'avoue que je n'ai pas très bien compris l'argumentation, puisque c'est le président du conseil régional lui-même qui a mis à jour un certain nombre de difficultés financières, sans que personne avant lui ne l'ait fait. J'ai bien entendu des critiques sur le budget anciennement picto-charentais, bien entendu. Il y a toujours des débats budgétaires et il est normal que l'opposition s'oppose. Mais je n'ai pas entendu, j'ai beau chercher, ni avant, ni pendant la campagne électorale, d'éléments qui laissaient à penser que nous serions face à cette situation. La transparence a été complète. La Chambre régionale des comptes fait son travail et nous donnera toutes ses conclusions prochainement. Et de ce point de vue, je voudrais quand même qu'on fasse attention à un certain nombre de propos qui sont tenus. Moi, je veux bien que dans le feu des débats, on interpelle telle ou telle personnalité, tel ancien président de région ou telle ancienne présidente de région. C'est un petit peu facile, mais pour ma part, j'ai une position peut-être plus raisonnable qui est d'attendre peut-être les conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes qui nous dira peut-être quelles étaient vraiment les responsabilités des uns et des autres. Parce que pendant une procédure de ce type, commencer à dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à une telle, ça me paraît quand même un exercice hasardeux. Mais je le dis pour vous et par amitié, c'est-à-dire que vous pourriez vous trouver demain dans une situation qui serait peut-être de revoir les positions que vous avez prises ce matin. Donc c'est dans le souhait de vous éviter ce désagrément que je fais la remarque, et pas du tout, bien entendu, pour polémiquer. Après la transparence, la deuxième vertu cardinale, c'est la rigueur. J'ai bien noté que Mme Calmels, dans son intervention, mélangeait à dessein 2 problèmes, puisque en fait c'est un budget intermédiaire qui est une reprise de résultats, et ce n'est pas un budget en année pleine. Alors c'est vrai qu'on peut faire semblant de considérer que le budget augmente, mais la réalité c'est que le budget que nous votons baisse de 100 millions d'euros, que le reste c'est une reprise de résultats,
des 3 comptes administratifs précédents. C'est la réalité comptable du budget que nous vous présentons. Et vous nous dites, ah mais on ne sait pas où sont ces économies. Ben, il suffit de prendre chapitre par chapitre de BP à BP. Je vous assure que vous allez trouver 100 millions. D'ailleurs, vous avez même dit vous-même que vous nous donniez acte de cette somme de 100 millions, ce dont je vous remercie, puisque vous avez fait preuve de modération dans vos propos, comme toujours. Et donc, vous avez bien voulu reconnaître que nous avions fait 100 millions d'euros d'économies, et je vous en remercie très, très sincèrement au nom de mon groupe. Donc ça, c'est effectivement la réalité. Nous avons des décalages de paiement pour 128 millions d'euros. Nous avons une sous-budgétisation qui a été évaluée par les services. Ces 2 éléments réunis conduisent à une somme de 216 millions. Notre budget ne progresse pas de 216, mais 216, parce que nous avons fait des efforts d'économie de 100 millions d'euros, ce qui est considérable, ce qui est bien plus que ce que Mme Pécresse, M. Wauquiez ou bien d'autres font comme économie budgétaire. Et notre budget recule en réalité de 4,1%, pendant que celui de Bordeaux Métropole augmentera de 17% cette année. Voilà. Puisque moi, je veux bien qu'on fasse des comparaisons, mais alors il faut les faire jusqu'au bout, et regardons qui fait des économies et qui n'en fait pas. Et vous avez évoqué, à juste raison, le débat sur la mutualisation. Personnellement, je vais vous donner ma position, qui rejoint celle du président, qui a toujours été très prudent là-dessus pendant la campagne électorale. Moi, je n'ai jamais dit que la fusion des régions, dans un premier temps, produirait des économies. Tout le monde sait, M. Valls dit ce qu'il veut, je vous dis quelle est notre position. Voilà. Notre position a été de dire la fusion des régions, pas plus que la mutualisation dans une métropole, ne produit des économies à court terme. Dans un premier temps, on a au contraire plutôt une progression des dépenses, et c'est dans un deuxième temps qu'on a des économies. Eh bien, malgré ça, malgré la situation que je viens d'évoquer, nous avons réussi à trouver 100 millions d'euros d'économies sans pénaliser l'investissement. Je crois que c'est un point important, puisque l'investissement non seulement ne baisse pas, mais il progresse encore légèrement. Ensuite, si j'ai bien entendu vos interventions, vous nous dites finalement, mais c'est pas si mal tout ça, mais on aurait pu prendre les économies ailleurs, notamment sur les dépenses du siège. Alors, c'est toujours facile d'évoquer ces questions. J'ai regardé donc précisément au budget ce qu'il en était. Nous devions faire face à des dépenses supplémentaires de 216 millions d'euros, donc report des comptes administratifs précédents, non pas issus des décisions que nous avons votées, mais simplement un transfert de résultats. Je suis allé chercher, et je vous invite à le faire dans le budget primitif, les dépenses du siège, enfin des sièges, ça dépend comment, le vocabulaire qu'on choisit. Ces dépenses s'élèvent à 126 millions d'euros. Expliquez-moi comment on fait face à 216 millions d'euros de supplément de dépenses en allant chercher uniquement des économies sur un poste qui en fait 126. Si je fais l'équation, ça veut dire qu'on dissout les 3 sièges, quoi, pour trouver la somme. Donc, quand vous nous dites ça, je pense que ce n'est pas tout à fait à la mesure peut-être de ce qu'il faudrait faire. Donc les économies, je le rappelle, elles sont partout, y compris sur les dépenses de fonctionnement courant. Et si vous allez à la ligne communication, par exemple, du Conseil régional, vous trouverez une baisse de 13% par rapport au budget précédent. Vous nous parlez ensuite de la fiscalité. Alors là, c'est intéressant. C'est un débat qui est intéressant à plus d'un titre. D'abord, je me souviens que dans le mandat précédent, souvent l'opposition de l'époque nous disait, à chaque fois que nous votions le budget, « Ah mais finalement, vous en avez trop sous la pédale, vous avez trop de réserves, vous devriez emprunter plus. » Et chaque année, nous avions ce débat à l'occasion du vote des budgets. On nous disait finalement, vous êtes trop vertueux, il faudrait lever plus d'emprunts. Et regardez la situation de la région, elle en a largement la capacité. Heureusement qu'avec Alain Rousset, nous n'avons pas souscrit à cette demande, parce qu'aujourd'hui, nous serions tout simplement dans l'incapacité de faire face à la situation que nous avons trouvée dans l'ancienne région Poitou-Charentes.
et l'annuité de la dette ne serait pas de cette année quand on cumule les 3 budgets, mais bien au-delà, ce qui nous mettrait pour le coup dans une grave difficulté. Et je reviens à mon raisonnement avec Mme Calmel, c'est la fiscalité. Nous avons connu ça effectivement sous Nicolas Sarkozy. On pousse ça devant, on pousse toujours devant la réduction des déficits, on fait des baisses d'impôts pour les plus favorisés et à l'arrivée, on laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires au pays. Et vous avez cité François Hollande qui essaye de remettre à flot le bateau que vous aviez coulé. Et c'est effectivement 600 milliards de dettes que vous avez laissées au pays, mesdames et messieurs. 600 milliards de dettes supplémentaires. Mais pour revenir, et il a du mérite, hein, parce que franchement... Quant aux augmentations d'impôts dans la région, Madame Calmels. Ah, en matière de finances publiques, c'est sûr. Parce que... Non, mais est-ce que j'ai interrompu Madame Calmels? Est-ce que vous pouvez souffrir qu'on vous réponde de temps en temps sans brailler? Est-ce que c'est... Ça, c'est compliqué, ça. Voilà. Parce que sinon, on peut aussi, nous, groupe socialiste, vous interrompre à chaque fois que quelqu'un parle. Mais je veux dire, on ne va pas... Bien, donc je vous remercie pour votre courtoisie. Donc j'ai regardé un petit peu, puisque vous inquiétez de la fiscalité régionale, qui n'existe plus, parce que quand vous prenez une feuille d'impôt, taxe d'habitation, taxe foncière, vous observerez qu'il n'y a pas de ligne conseil régional. Ça c'est... Et oui, mais c'est comme ça. Bon. Donc j'ai pensé que ce qui vous inquiétait, c'était peut-être d'autres hausses d'impôts qui avaient été votées. Et effectivement, alors je mets à part le MoDem qui... effectivement, preuve de modération. Mais alors, les Républicains, plus 18,49 dans la Vienne, les impôts du département de la Vienne, plus 18,49 cette année. Bordeaux Métropole, ça a été dit, je n'y reviens pas, mais a fait plus 5%, et quand on connaît les bases, ça produit quand même à Bordeaux des sommes tout à fait rondelettes. J'apprends ce matin que vous y avez ajouté une hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Vous avez augmenté dans la Creuse de 3,5. Enfin, si on prend la liste des collectifs... Je l'ai dit, Dionis. Je l'ai dit, Jean-Dionis. Je l'ai dit. Donc, je me dis que cette inquiétude et que ça vienne se rajouter aux hausses que vous aviez déjà votées vous-même dans vos collectivités territoriales. C'est ça qui vous inquiète en réalité. Mais je vous rassure, il n'y a pas de choc fiscal en Aquitaine, pas plus que dans la grande région. Il y a une harmonisation indispensable de la fiscalité sur les produits pétroliers, fiscalité qui a été instaurée par M. Sarkozy et transférée aux régions. Eh oui, ça vous embête, mais c'est la vérité. Cette taxe TICPE a été créée par vous et a été transférée aux régions par vous. Voilà, comme ressource fiscale des régions. Et pas par François Hollande. Alors, effectivement, dans la situation budgétaire que nous connaissons, vous nous dites en gros, il faut continuer à investir, il faut maîtriser la dette et il ne faut pas faire de fiscalité. Ça finit comme ça finit avec M. Sarkozy, avec 600 milliards de dettes supplémentaires. Et ce n'est pas la décision qu'on va prendre. Ce qu'on va prendre, c'est d'avoir un budget qui est équilibré sur la durée, qui permet de faire face aux dépenses et qui, de toute façon, est une harmonisation qui est non seulement indispensable, mais qui est légalement incontournable parce qu'il ne peut pas y avoir sur un même territoire une fiscalité différente selon qu'on habite à Poitiers, à Bordeaux ou à Mont-de-Marsan. Et je n'entends personne proposer de supprimer la TICPE dans l'ancienne région Aquitaine et dans l'ancienne région Limousin parce que ce serait tout simplement amener la région tout entière à la faillite et que la logique, c'est d'harmoniser la fiscalité régionale pour permettre à notre région de faire face à ses engagements, de faire face à la baisse des dotations et de continuer à investir, parce que dans cette période de crise, nous avons besoin d'une région qui continue à investir, qui soutienne les entreprises, qui soutienne nos agriculteurs qui, par ailleurs, sont en difficulté, qui permettent d'accompagner les programmes ferroviaires à venir. Et je me réjouis pour ma part que le gouvernement ait annoncé que la DUP pour la poursuite des travaux ferroviaires à grande vitesse ait été décidée cette semaine. Et il nous faut accompagner cet effort sur les infrastructures et les TER. Vous nous parlez ensuite des routes beaucoup. Mais je me permets de vous rappeler que la loi NOTRe, chacun peut la lire,
a réparti les compétences des collectivités territoriales de manière extrêmement claire. Les routes relèvent désormais exclusivement de l'État et des conseils départementaux. S'agissant des autoroutes, elles ont été malheureusement privatisées, ce qui prive peut-être l'État d'un certain nombre de recettes qui seraient très utiles aujourd'hui. Mais il n'est pas possible de demander aux conseils régionaux d'intervenir pour financer des routes, même si elles sont sans doute très utiles, à la place des agglomérations, des communes ou des départements, sans amener les régions à la catastrophe. Ou alors il faut nous dire qu'on n'interviendra plus sur le ferroviaire, qu'on n'interviendra plus sur l'université, qu'on n'interviendra plus sur le numérique. Mais vous savez très bien qu'on ne pourra pas tout faire. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas nous demander à la fois de faire des économies, de rester sur nos compétences et d'avoir pour première proposition de nous dire d'aller financer celles des départements et celles des communes hors compétences pour des sommes absolument astronomiques. Ensuite, c'est un budget de solidarité. Et j'en veux pour exemple ce qui a été décidé pour les jeunes, notamment la prise en charge du permis de conduire, ce qui est extrêmement important, notamment en milieu rural, pour beaucoup de jeunes qui doivent, pour chercher un emploi, qui doivent poursuivre une formation, avoir le permis de conduire en l'absence de transport en commun dans les zones rurales, et pour lesquels cette question est une question vitale. Et moi, je suis fier que le Conseil régional d'Aquitaine ait choisi d'instaurer cette aide aux jeunes, comme il instaure une aide pour la rentrée dans les lycées professionnels et sur bien d'autres sujets sur lesquels nous reviendrons sans doute tout à l'heure. Donc, c'est un budget aussi qui prépare l'avenir, parce que nous continuons les investissements. Vous nous dites, évidemment, toujours en confondant les budgets passés et celui que nous votons, que l'investissement, le ratio fonctionnement-investissement baisse. Non, ce n'est pas vrai. L'investissement continue à progresser et sur les priorités qui sont les nôtres, le développement économique, la formation, l'apprentissage. Et je ne sais pas ce que vous avez contre cette mesure décidée par le gouvernement de favoriser l'apprentissage et la formation des chômeurs, qui est une mesure essentielle parce que chacun connaît l'importance de la formation dans le parcours de retour à l'emploi, et je suis très surpris que vous en fassiez un argument de la sorte. Voilà. Pour conclure, Monsieur le Président, juste sur les amendements, souffrez quand même qu'on dise deux mots, ça fait 3 heures que vous parlez les uns et les autres. Bon. Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi d'avoir 2 petits regrets. Le premier de forme, le second politique. Nous examinerons tout à l'heure des amendements. À votre initiative, nous avons confié la présidence de la Commission des finances et nous l'avons voté avec plaisir parce que je pense que ça fait partie de la modernisation nécessaire du travail de nos assemblées à l'opposition. Mais nous étions en réunion pas plus tard que lundi et jamais ces amendements n'ont été évoqués en Commission des finances. Donc moi je souhaiterais juste à l'avenir que si on veut avoir un débat un peu sérieux sur des amendements budgétaires, on puisse en débattre un petit peu avant en Commission des finances. Alors je comprends bien pourquoi ça n'a pas été fait, mais si on veut vraiment que la Commission des finances trouve toute la place qu'elle revendique par ailleurs, je pense qu'il serait nécessaire de le faire. Le regret politique que j'ai, c'est que, c'est un ressenti, alors j'entends déjà les hurlements, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Mais j'ai trouvé que dans le ton et dans la forme, malheureusement, ce matin, l'intervention, je ne dis pas des élus du groupe dans son entier, mais l'intervention des Républicains était plus proche de l'intervention de M. Colombier que de celle de M. Taris et de M. Dionys du Séjour. Permettez-moi simplement de le regretter. Merci mes chers collègues. Merci.